Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Rebond se reconstruire en 2021. Alors aujourd'hui, on va parler plus que d'un rebond, on va parler d'une reconversion. C'est-à-dire comment passe-t-on du monde du vin à celui du monde du marketing digital. En tout cas, c'est l'histoire de Sébastien Falins qui est notre invité et qu'on va accueillir dans quelques secondes et qui va nous expliquer que face à la crise à la crise sanitaire, lui, il a carrément dû changer de métier. Donc, on va en parler avec lui pendant cette demi-heure qui arrive. Et comme toujours, pour m'accompagner, Eric. Bonjour, Eric. Salut Léla, bonjour Sébastien. On est content, Sébastien, de vous avoir avec nous parce que c'est vrai que dans le cadre de cette émission, on en a fait, je ne sais plus combien exactement, mais un certain nombre de numéros. On n'a jamais eu quelqu'un qui avait pris la décision soudaine, au tout début du confinement, la décision soudaine de stopper son activité qui était pourtant en pleine croissance pour en démarrer une autre complètement différente. On n'a jamais eu ce cas-là. Je vais vous demander de prendre un papier, un crayon avec vous, Sébastien, parce qu'à la fin de l'émission, dans une demi-heure, je vous poserai une question. Je vous demanderai de me dire quelles sont, à votre sens, les 2, 3, 4 qualités qui vous ont permis de faire tout ce que vous avez fait durant la période que vous venez de vivre. Donc, prenez un papier, un crayon. Quand ça vous vient au fur et à mesure de l'émission, vous notez. Et à la fin, je vous reposerai la question. Voilà, elle est là. Oui, donc bonjour Sébastien. Je vais finir d'écrire sa petite question sur le coin Ça de y est, table. c'est fait. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, comme Pareil. on le disait avec Eric, on parle plus que d'un rebond, on parle d'une reconversion. Donc, vous étiez dans le monde du vin, en fait, à la base. Vous faisiez de l'importation de vin au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui vous a poussé à changer ça dès le début de la pandémie? Oui, j'ai passé 8 ans peut-être dans le verre. Au début, je faisais de l'export pour un négoce bordelais et après j'ai monté des boîtes d'import. C'est facile. Au mois de mars l'année dernière, on aurait dû faire 90 000 pounds à peu près, puisque de juillet à décembre 2019, on faisait entre 100 et 110 000, je pense, pounds par mois. Janvier et février sont des mois très calmes dans la restauration. Du coup, en mars, ça a pas repris comme ça aurait dû. Euh, on voyait qu'en Europe, c'était compliqué et qu'il y a tout qui commençait à fermer. Euh, donc, c'était plus qu'une question de temps pour nous. Les ventes décollaient pas parce que personne n'achetait, parce que les gens savaient pas combien de temps ils allaient rester ouverts. Euh, et après, tous les restos ont fermé, on a été confinés. Euh, Pendant une semaine, j'ai plus ou moins réfléchi, je crois. Euh, et après, j'ai regardé l'argent comme devait et qui allait avoir du mal à rentrer, parce que si les restos sont pas des business où il y a énormément de cash. Donc, s'ils n'ont pas de clients qui leur donnent de l'argent, ils peuvent pas payer leurs fournisseurs. Si on ne paye pas, on peut pas payer nos fournisseurs. Euh, et j'avais déjà galéré, j'avais déjà connu ça au début, il y a pas très longtemps, et j'avais pas envie que ça revienne. Du coup, j'ai préféré tout arrêter euh, et chercher autre chose à faire. Le, Tout arrêter, c'était la décision la plus dure de ma vie, euh, mais au final, c'était la mieux, je pense. Toutes les décisions les plus dures sont les meilleures en général. C'est vrai. Sébastien, on a une demi-heure à passer ensemble. On a plein de questions à vous poser avec Léla. Donc, je vous demanderai si ça vous est possible de faire les réponses les plus courtes possibles pour essayer vraiment En deux de mots. montrer qui vous êtes et de montrer le courage que vous avez eu. Parce que dans votre histoire de reconversion, ce qui me frappe, c'est que faire une reconversion, c'est une chose, mais pour ça, il faut des idées, il faut avoir des envies, il faut surtout avoir un esprit très ouvert. Quelqu'un qui a une monoculture professionnelle aura beaucoup Oui, plus de mal à se reconvertir que vous, non? oui, oui. En fait, j'ai fait des études de marketing. J'ai commencé en marketing. Après, j'ai fait du commerce international et j'ai toujours bossé à l'international. Euh, et du coup, je me voyais pas retravailler pour quelqu'un. J'ai réfléchi pendant un moment.
Puis en plus, avec le Covid, j'avais 36 ans, j'étais en concurrence avec des mecs qui avaient 50 ou 55 ans et qui avaient fait directeur depuis 20 ans, donc j'avais aucune chance pour les salaires. Et après, il y a un peu tout qui m'intéresse dans la vie, donc j'ai cherché tous les secteurs qui marchaient et toutes les boîtes qu'on pouvait créer sans avoir de fonds. Parce que forcément, quand on fait une faillite, on n'a plus de fonds. On a plutôt des dettes en général. Et du coup, le marketing est arrivé très, très rapidement. Je sais que vous êtes marié, en tout cas, à une personne qui travaille aussi dans le marketing international. Est-ce que c'était une évidence pour vous parce que bon, vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais comment on choisit en fait? C'était un projet dont on avait parlé plusieurs fois parce que Cécile était directrice marketing dans une multinationale et elle avait énormément de mal à trouver des prestataires de qualité et qui étaient pas là juste pour facturer. Et moi, quand j'avais une Bino, c'est pareil, j'ai cherché des agences marketing et j'ai pas trouvé de gens qui m'avaient donné envie de travailler avec eux. Parce que quand on parle à des gens, on a l'impression que le seul truc qui les intéresse, c'est faire de la facturation et le client les intéresse moins. Du coup, c'était un peu obvious, mais sinon il y avait d'autres trucs. J'ai parlé avec mon frère à des entreprises en France et il voulait changer des surfaces des terrains synthétiques parce que c'est toxique pour les enfants. Mais bon, c'est que des marchés publics et avec le Covid, l'argent public, ça court pas les rues. Donc, j'ai regardé plusieurs idées et ça là m'a paru la mieux et la plus évidente sur le moment. Sébastien, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, votre aventure, votre expérience, elle est assez rare dans l'univers professionnel et donc il y a certainement des gens qui vont se sentir concernés par ce que vous avez vécu et du coup, eh bien, tout ce que vous allez pouvoir dire peut servir de repère à ceux qui ce soir nous regardent et nous écoutent. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu votre histoire, sous la plume d'ailleurs de notre ami Léla. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que vous avez pris la décision de stopper votre entreprise d'importation de vin au tout début, je l'ai dit tout à l'heure dans le préambule, au tout début du Covid, alors qu'on ne savait pas ce que ça deviendrait. Vous avez fait un pari. Est-ce que vous conseilleriez à des gens qui se retrouvent dans une situation identique de faire un pari, quitte à le perdre, ou comme vous l'avez fait, ou d'attendre plus longtemps? Ouais, quand on monte des entreprises, c'est ma troisième entreprise. Quand on monte des entreprises, on fait des paris en permanence. Et il faut savoir vivre avec les conséquences de ce qu'on fait. Sur ce coup-là, j'ai eu un coup de chance que le confinement dure aussi longtemps, entre guillemets. Mais on pèse le pour, le contre, et après, on analyse la situation, et après, c'est facile de prendre une décision aguerrie, je pense. C'est pas toujours facile quand même. Non, oui. Vous allez vite. Après, c'est quelque chose que j'aime aussi. Hein. Je pense qu'il faut être joueur. Mais après, vous vous êtes pas dit, je garde quand même Invino sur le côté. Ok, je la fais plus vivre cette entreprise, mais ça, je fais quelque chose d'à côté, une autre activité pour avoir une source de revenus, d'activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et quand la pandémie, puisque comme le disait Eric, on savait pas à l'époque ce qui allait se passer. En fait, tout le monde pensait que ça se passerait sur 2-3 mois. Et et se dire, bah, je relancerai Invino dès qu'il y aura la réouverture je sais pas, des restaurateurs. Et donc voilà, je me relance dans le vin, quoi. En fait, je suis parti du principe que les restos allaient fermer et après, les gens allaient avoir peur d'aller au resto. Donc, du coup, même s'ils étaient ouverts, ils allaient opérer à, bon, je vais dire 50% de leur capacité parce que maintenant, c'est obvious, c'est ce qui se passe. Mais c'était une certitude que ça allait pas redevenir comme avant. On n'allait pas pouvoir être collés les uns et les autres dans des bars et des restos. Du coup, j'avais une base de clients qui me faisait entre 100 et 110 000 par mois. Et j'avais des charges en face qui allaient avec. Du coup, si cette base client de 100 à 110 000, elle devient 50, 55 000,
avec la même marge, le calcul est vite fait. On perd 10 à 15 000 balles par mois et c'est un trou sans fin. Petite coupure là, hein. J'ai l'impression qu'on vous a plus ou moins perdu. On n'a pas bien entendu la fin de votre phrase, Sébastien. Vous m'entendez ou pas là? Oui, il y a eu une petite coupure, mais on a raté la fin de votre phrase. Je disais que j'avais une base client qui faisait 110 000 par mois et j'avais forcément les charges qui allaient en face. Donc, si cette base client, elle est divisée par 2 et qu'on arrive à 55 000, les charges sont pas divisées par 2, mis à part si on coupe les charges par 2, ce qui était impossible dans mon cas. Donc, du coup, on se retrouve vite à perdre 10 à 15 000 balles par mois et ça fait 120, 180 000 sur une année. Ouais. Et on monte une entreprise pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Bien sûr. Pardonnez-moi, Sébastien, on m'a dit entre-temps que effectivement les coupures venaient de chez moi et non pas de chez vous. Donc on continue comme ça. On continue comme ça, tout va bien. Sébastien, je voudrais revenir sur le moment où vous décidez, parce que pour moi c'est un moment clé. Recréer une entreprise, c'est quelque chose de logique. En fermer une qui promettait de bien marcher, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus rare. Donc moi, je voudrais revenir sur ce moment-là. Vous savez, quand on joue à la bourse, il y a une expression qui consiste à dire il faut savoir se couper un bras. J'ai l'impression que il faut avoir, comme vous l'avez fait, fermer une entreprise, il faut savoir se couper un bras, il faut avoir un véritable goût du sacrifice, non? Quand on monte une boîte, il faut savoir quand la fermer aussi. Oui, mais enfin bon. Pour pas s'engouffrer dans un trou. Le goût du sacrifice. Non, je pense qu'une fois qu'on a pesé le pour, le contre et qu'on a fait une analyse de la situation avec un forecast financier à 50, 60, 70% de chiffre d'affaires et de profit, c'est facile. Après, c'est facile de prendre une décision en connaissance de cause. Je dis pas que c'est facile de le faire, mais il y a des moyens qui nous permettent d'avoir toutes les infos nécessaires. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et que c'est assez pragmatique. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai été chef d'entreprise, donc il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir ouvrir, fermer à un tel moment. Mais on va dire derrière le chef d'entreprise se cache un homme. Et qu'est-ce que l'homme lui ressent? Parce que est-ce que on a confiance en soi? Est-ce que c'est si facile que ça? Parce que voilà, c'est dur de stopper une activité dans laquelle on se plaisait et d'en lancer une autre, certes, qui va nous plaire, mais voilà, se dire non. Est-ce que on a confiance en soi quand on va repartir? Voilà, est-ce qu'on dit l'échec ne nous affaiblit pas en quelque sorte? Vous sentiez comment? Quand j'ai liquidé? Oui, quand vous avez dû dire fini Invino. Aujourd'hui, je dois mettre la clé sous la porte. C'était je crois que déjà j'étais pleuré pendant une semaine parce qu'on se sent. Donc il y a eu quand même de l'émotion. C'était moins. Ouais, parce une des conneries que les gens qui montent des boîtes font et que j'ai fait, c'est que pendant 3 ans, j'ai dû me payer 1000 ou 1500 balles par mois. Ce qui est une connerie absolue parce que tout travail mérite salaire. Et du coup, quand j'ai fermé ça, j'avais investi de l'argent et il y avait tous ces manques de salaire. Du coup, j'ai perdu énormément d'argent parce que je pensais le récupérer plus tard. Donc déjà, il y a ça, il y a la perte financière. Puis après, j'avais des gens qui avaient mis de l'argent dans la boîte. J'avais 400 000 balles de dette, je crois, entre les banques, les fournisseurs, avec des cautions personnelles sur 100 000 euros, je crois, sur les banques. Il y avait des gens qui avaient mis de l'argent. Donc forcément, on se sent comme une failure. Je sais pas comment dire en français. Oui, c'est un échec personnel aussi de se dire que ouais. Ouais, on sent ça comme un échec personnel. Et puis après, je pense que tous les entrepreneurs ont quand même un bel ego et sont très égocentriques parce que si on n'est pas égocentrique, on monte pas d'entreprise.
donc du coup, d'avoir un échec comme ça, forcément, c'est un peu la fin du monde. Et non, je crois que j'en ai pleuré pendant une semaine. Après, une bonne dépression pendant un mois, je pense. Et à rien faire des journées. Si j'ai fait mon jardin pendant toutes ces journées, pendant 3 semaines, je crois. J'avais pas mal de boulot. Donc, ce n'est pas rien faire. Vous êtes quand même occupé. Ouais, il faut s'occuper, mais de rien faire de pseudo-intellectuel, je dirais, ou pseudo-travail. Et donc, dépression pendant un mois, et après, on réfléchit, après, on commence à réfléchir à autre chose, mais c'est aussi pour ça que j'ai commencé la nouvelle boîte le 1er octobre. Il y a eu 5 mois entre les deux. Et est-ce que vous diriez que c'est le fait aussi de ne pas être seul, d'être entouré, qui vous a permis de trouver la force? Parce que vous disiez, bon voilà, pendant un mois, vous faisiez toute autre chose, faut prendre l'après-coup, etc. Qu'est-ce qui vous a aidé techniquement, en fait, entre mars et octobre, au moment où vous avez ouvert votre boîte Explore Digital? De digérer la nouvelle, déjà. Une fois qu'on commence à digérer, ça commence à aller mieux. Et après, faut bien gagner de l'argent à un moment donné. Donc, faut bien faire quelque chose. Et parce qu'il faut vivre. Je suis pas rentier, malheureusement. Et après, non, ma compagne était gentille. Et donner confiance, mais sinon, non, sinon c'est quelque chose qu'on doit faire un deuil. Je pense que c'est comme quand on perd un proche, c'est un deuil qu'on doit faire et après évoluer. Mais quand on liquide une boîte sur laquelle on avait beaucoup d'espoir et sur laquelle on a beaucoup travaillé et investi, ce que disent des autres, c'est un peu le dernier de nos soucis, hein. Que ce soit positif ou négatif, hein. Il faut d'abord, je pense, réussir à se reconstruire entre guillemets. Et après commencer autre chose. Sébastien, votre histoire, elle tord un petit peu le cou à la croyance selon laquelle on peut facilement réussir en s'adressant à des clientèles de niche. En fait, vous, en lisant votre histoire, j'ai l'impression, mais vous pouvez me contredire hein, si je me trompe, j'ai l'impression que vous avez dû fermer parce que vous aviez une clientèle qui était trop ciblée et donc trop étroite. Est-ce que je me trompe et est-ce que pour l'avenir, ça va vous amener à essayer d'élargir plus votre clientèle pour prendre moins de risques? Non, je suis d'accord avec vous. Il y avait une connerie que j'ai faite, c'est que 99% de mes clients étaient des pubs et des restos. Alors que les magasins de vin ont cartonné pendant un an, online a cartonné pendant un an. Donc, je suis totalement d'accord que le manque de diversification a joué contre moi. Et est-ce que ça va jouer à la suite? Oui. À l'heure actuelle, on a des gros clients. Dans ma nouvelle boîte, on a des gros clients et je suis en train de travailler sur l'acquisition de plus petits clients. Pour qu'un petit client, je sais pas, qui fait 1 000 euros par mois, non, un gros client qui fait, je sais pas, 15 000 euros par mois, soit comblé par 15 petits clients qui font 1 000 euros par mois ou 7 petits clients qui font 2 000 euros par mois, en cas de perte du gros client. Donc, ouais, je pense qu'on apprend à gérer les risques, en voyant ça. Mais, si c'était à refaire, je ne referais pas la même connerie, enfin, j'espère. Mais oui, pas assez de diversification n'est pas une bonne chose. Moi, j'avais une question, c'est parce que quand on passe du monde du vin et qu'on passe au monde du marketing, même si on a quelque part des études, fait des études là-dedans, qu'on a une compagne qui a été là-dedans, etc., comment on se forme? Vers quelle formation on se tourne? Comment on cherche à faire en sorte qu'on soit un bon chef d'entreprise et donc d'avoir les bonnes clés pour ouvrir ce type d'entreprise? Déjà, je suis parti dans le service parce que c'est beaucoup plus simple à gérer qu'une entreprise d'importation de vin, puisque la seule chose qu'on vend, c'est du temps. Donc, on n'a pas de stock.
de stock qui meurt. On n'a pas besoin de fonds, et on a des marges qui sont 4 fois plus grosses que dans le vin. Donc déjà c'est beaucoup plus facile à gérer et à faire grossir. Et après, comment on se forme, j'ai contacté beaucoup de gens sur LinkedIn pour parler avec eux. Et après, Google, Google, elle est libre. J'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai beaucoup fait de recherches. Après, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je travaille sur aucun projet. Je travaille pas sur des projets marketing. C'est que des experts qui sont spécialisés dans le domaine qui travaillent dessus. Donc, vous employez des gens qui sont experts dans leur domaine et vous chapeautez en fait gros là-dessus. Donc, Oui. Vous n'avez pas finalement pas besoin, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir été formé dans l'extrême détail du marketing digital pour pouvoir gérer Explore Digital, en gros. Au tout début, pour les premiers clients, oui, parce que j'étais tout seul, donc c'est moi qui ai fait. Mais c'était des petits clients, donc c'était facile de pouvoir naviguer. Mais mon travail, non, n'est pas de faire du marketing. Mon travail, c'est de gérer la boîte et de la faire grossir. Et d'embaucher les bonnes personnes, surtout. Après, en toute honnêteté, je n'ai pas le niveau pour travailler sur des productions. Et puis, à chacun son métier. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est bien d'en être conscient. Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui n'en sont pas conscients et qui quelque part en meurent, hein, de ne pas avoir justement le sens des réalités. Et vous, il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de cette émission, c'est que vous nous avez dit que vous avez pleuré, que machin et tout, vous étiez dans le jardin, bon, enfin des choses comme ça. C'est le jardinage, Mais Sébastien, vous parlez énormément d'argent. Et j'ai l'impression que l'échec, pour vous, il s'apparente plus à un échec financier. C'est pas un reproche que je vous fais, hein. Il s'apparente plus à un échec financier qu'à un échec moral. Un échec moral, c'était pas moral puisque j'ai rien fait d'immoral et Non, mais quand je dis, pardon, je vous interromps. Quand je dis moral, c'est une défaite psychologique de l'homme devant les événements. J'ai l'impression que vous avez plus été touché par l'aspect pécuniaire de tout ça. Ça fait mal, hein. Ça fait 1 an, donc l'aspect moral s'est remis. Mais le fait de ne pas avoir pu payer des fournisseurs pour 30, 40, 50 000 euros et avoir perdu des sous à des gens que je connaissais, ça c'est pas revenu. Du coup, forcément, oui. Mais l'aspect moral, le moral est ce qu'on en fait. Si on veut être positif, on est positif. Je ultra simplifie, hein. Mais si on veut être positif, on est positif. Si on veut être négatif, on est négatif. Et je suis quelqu'un de très optimiste à la base. Donc oui, effectivement, ça aide d'être optimiste. Donc finalement, vous étiez beaucoup plus concentré sur la gestion des paiements des fournisseurs, de vos salariés éventuellement. Mais est-ce que cette expérience, tout de même, elle vous donne envie de retourner un jour dans le monde du vin et de refaire renaître de ces cendres in vino et de se dire en même temps, vous pouvez être géré de boîtes en même temps, hein. J'imagine que c'est pas un problème. Faire de l'importation ou de la distribution de vin, non, parce que j'ai fait et je sais que c'est compliqué et que je vais dire quelque chose, ça va pas vous plaire et qu'il y a pas beaucoup de marge. Du coup, c'est dur à développer. Mais sinon, pourquoi pas m'associer dans un resto un jour ou un domaine viticole. Mais en associé et actionnaire, je sais pas comment, pas silencieux, l'opposé, je sais plus comment. Sleeping, dormant.
Non, pas le contraire dormant. de dormant. Actif. 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 Actif, mais qui travaille pas, juste qui a son mot à dire. Ah, c'est pas mal comme métier, ça. Ouais. On va tous le faire. Oui, Ouais. donc c'est quelque chose qui vous a pas non plus. Enfin, cette pandémie, c'est pas quelque chose qui vous a coupé de ce monde-là, quoi. D'une différente façon. En tout cas, vous aimeriez revenir dans ce monde du vin ou de la restauration. D'une autre façon, oui. Après, à plein temps et en métier principal, non. Et pour Explore Digital, du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que finalement c'était le bon domaine, le digital marketing? Est-ce que vous avez bien fait d'aller là? J'ai cru comprendre que vous espériez avoir une vingtaine de salariés d'ici la fin de l'année 2021. Est-ce que Oui. c'est sur les bonnes, c'est sur les bons rails ou comment ça se passe du coup? On a commencé le 1er octobre. Là, on a la 8e personne qui va commencer sous peu. Elle finit juste sa notice période dans son ancienne boîte. Donc, il reste 9 mois pour embaucher. Entre 15 et 20, j'aimerais arriver. Donc, il reste 9 mois pour en embaucher minimum 7. Et on commence à mettre en place notre stratégie d'acquisition maintenant, peut-être à peu près une semaine et demie. Du coup, pour l'instant, tout va bien. Je vous dirai dans 2 mois si ça marche ou pas. Mais pour l'instant, tout va bien. On a des clients. On est aux objectifs qu'on voulait. On était en avance en février-mars. Avril, on est un tout petit peu en retard, mais si on cumule, on est toujours en avance. Donc, on va voir. Pour l'instant, tout va bien. Sébastien, on est à 27 minutes 50 d'entretien entre nous. Donc, 2 questions. La première va appeler une réponse très, très rapide. Vous nous avez dit à l'instant que tout allait bien pour votre nouvelle société. Imaginez une nouvelle vague de pandémie. Est-ce que vous referiez là, alors que tous les voyants sont au vert, est-ce que vous referiez ce que vous avez fait précédemment? Une réponse courte et j'en ai une autre derrière. Non, parce que c'est pas la même industrie et c'est beaucoup plus facile de se diversifier. Donc vous le referiez pas. J'ai bien compris la réponse. Non. J'ai un retour de son qui est très médiocre. Hein. Ça se trouve, j'ai pas bien non, je ne refais pas. Non, parce que c'est beaucoup plus facile de se diversifier. Et à l'inverse de Invino, où on avait que des clients à Londres et dans les home counties, parce que j'avais un entrepôt là-bas. Pour l'instant, on a des clients en France, Hollande, Royaume-Uni. On a une boîte américaine et on espère avoir Suisse aussi bientôt. Donc du coup, c'est des industries beaucoup plus larges et un territoire beaucoup plus large aussi. Et des boîtes et des tailles de boîtes beaucoup plus larges aussi. Ma dernière question, vous n'allez pas me dire qu'elle va vous surprendre parce que je vous l'ai dit dès la première minute de l'émission. Quelles sont les qualités qui sont les vôtres, qui vous ont permis de faire ce que vous avez fait? Et ces qualités, ceux qui pourraient essayer de faire comme vous doivent les posséder. Quelles sont-elles, ces qualités, Sébastien? De l'optimisme. Je pense de la naïveté aussi, un petit peu. Parce que si on n'est pas un petit peu naïf, il y a tout qui nous bloque. Du courage, beaucoup de courage, parce que si on n'est pas courageux, on commence rien. Et tout est un obstacle. Et voilà. Courage, optimisme, naïveté et un petit peu d'intelligence, je pense. Enfin, j'espère. Ouais, parce que il y avait pas que des qualités dans ce que vous disiez. La naïveté, c'est pas toujours une qualité. En tout cas, moi, et être capable de se remettre en question. C'est la plus importante. Sébastien, ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Moi, pour ma part, je vous dis au revoir. Léla, je vous laisse dire au revoir à notre ami Sébastien et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut.
Oui, Merci merci beaucoup. Sébastien. Et vous devriez rajouter dans votre liste déterminée parce que, enfin, c'est ce qui Oui, vous a aussi porté jusqu'à présent. Mais bon, je veux pas dire ce que vous devez dire. Et, merci en tout cas d'avoir partagé votre histoire aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, même réseaux sociaux. Et on parlera sport, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Au revoir. merci.